Pour les Américains, les Japonais ou les Chinois, c'est Paris, et donc la France. Avant même le béret ou la baguette de pain, il y a pour eux un monument. Le monument, la Tour Eiffel. Plus de 7 millions de visiteurs l'an passé, 75% d'étrangers. 324 mètres de haut, avec une vue imprenable sur le rayonnement international, mais aussi sur l'histoire. Le 8 novembre 1884, Jules Ferry signe un décret instituant la tenue d'une exposition universelle du 5 mai au 31 octobre 1889, l'année qui célèbre le centenaire de la Révolution française. La compétition mondiale est lancée pour relever un défi d'ingénieur, construire une tour de 300 mètres de haut. On en connaît le grand vainqueur, Gustave Eiffel. Mais on ignore celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, Édouard Lecroix. C'est lui qui est chargé dès 1886, en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, d'organiser une exposition universelle qui surpassera tout ce qu'on a pu voir, notamment à Paris ou à Londres, au cours des 30 années précédentes. Les plus grandes difficultés rencontrées par l'entreprise ne sont en rien d'ordre technique, mais tiennent à l'hostilité que suscitera l'idée de cet énorme, je cite, clou céleste, planté au cœur de Paris. Ces difficultés, c'est au ministre responsable de l'exposition, donc à Lecroix, de les résoudre. Et il rend coup pour coup aux opposants, parmi lesquels des grands noms comme Verlaine, qui parle de squelette de beffroi. Guy de Maupassant n'est pas tendre non plus. Il l'a décrit comme une haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. Grands écrivains, petit point de vue. Lecroix, lui, va mettre en avant l'intérêt de la tour dans les recherches en matière d'aérodynamique et faire valoir l'avantage militaire que permettrait un observatoire par beau temps pour surveiller un long rayon d'action. C'est également Lecroix qui, en toute complicité avec Eiffel, invente le statut juridique de la tour, échafaudage complexe d'accords contractuels et de réglementation entre Eiffel, la ville de Paris, et l'État représenté par Lecroix. La convention, signée le 8 janvier 1887, engage le sort de l'édifice si loin dans le futur que, 130 ans plus tard, et pour longtemps encore, le clou céleste, devenu le symbole de Paris, domine la capitale et parle au monde entier. Grâce à qui ? Édouard Lecroix, l'oublié de la Tour Eiffel, un portrait à lire ce mois-ci dans Historia.